La France qui est en bonne voie pour éviter de possibles coupures de courant cet hiver, c'est ce que nous dit Bruno Le Maire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Le gouvernement et nous tous d'ailleurs, on peut se féliciter des efforts collectifs de réduction de consommation à la fois de gaz et d'électricité. Les ménages, les entreprises, on a eu les chiffres d'RTE notamment sur l'électricité, quasiment, même pour le gaz, entre 9 et 10% de baisse de consommation. C'est bien. Oui, oui, bravo à toutes et à tous pour avoir fait vos efforts. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais je peux vous dire que chez nous, au journal Les Échos, on n'a pas très très chaud, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. C'est bien. Derrière, il faut voir aussi qu'il y a une autre raison qui est un peu moins encourageante, qui explique cette baisse de la consommation, c'est qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ont choisi de fermer des usines. Et ils ont choisi de fermer des usines parce que les prix du gaz et de l'électricité, pour eux, sont beaucoup trop élevés, hein. On a parlé évidemment de Duralex qui a fermé ses portes là depuis le 1er novembre, hein, jusqu'au mois d'avril, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui restreignent leur production, et donc ça, c'est un peu moins encourageant. On tient le bon bout pour cet hiver, nous dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, en rappelant que 41 réacteurs nucléaires sur les 56 de notre parc sont en état de fonctionnement, probablement 45 en janvier. Il a raison pas de se féliciter, mais de dire qu'a priori, on va passer cet hiver sans délestage, sans coupure de courant. Il fait son boulot de ministre, hein, il va pas. Et puis en plus, il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Macron a piqué une colère en disant faut arrêter avec ces histoires de coupure de courant, on fait peur aux Français, ça n'est pas bien. Et donc Bruno Le Maire, il s'inscrit dans cette ligne-là, et c'est tout à fait normal. Ensuite, ça dépend de ce qui va se passer cet hiver, et ça on ne le sait pas encore, hein. Il fait froid en ce moment, il va y avoir un redout la semaine prochaine, mais qu'est-ce qui va se passer en janvier et début février, hein, c'est le moment traditionnellement où les températures sont plus froides. Si elles sont dans la moyenne, ça devrait passer, quoique si elles sont plus froides, il suffit de 2-3 degrés de moins à des moments particuliers de la journée pour que ça devienne à ce moment-là très vite beaucoup plus compliqué. Et ça, on ne le sait pas encore, ça dépend vraiment de la météo. Même sans guerre en Ukraine, et vous l'écrivez très bien dans les Échos, on aurait eu, selon vous, des risques de coupure de courant cet hiver, avec un risque qui eût été encore plus grand. Oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les fermetures d'usines, hein. Comme et il y a encore la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, on a des tensions très fortes sur les prix du gaz, hein, dont la Russie était le principal fournisseur à l'Union européenne. Donc ces prix ont explosé, et ça fait que certains consommateurs, les consommateurs industriels, encore une fois pas les particuliers parce qu'ils sont protégés par le bouclier tarifaire, mais les industriels, eux, ils ont réduit sensiblement leur consommation, et donc ça aide les autres parce que ça fait qu'il y a moins de consommation d'électricité que s'il n'y avait pas eu la guerre. Mais les alertes sur la production d'électricité française, elles ont été lancées depuis des années. Depuis des années, on sait que si l'hiver va être froid, ça va être compliqué. Et cette année, c'est encore pire que les autres. Mais ça n'est pas un problème nouveau. Ça n'est donc pas un problème qui vient de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. C'est ce que vous écrivez, les risques de coupure de courant cet hiver, donc vient de chez nous, vient de la France et pas, encore une fois, de la Russie. Vous parlez d'incurie française. Pourquoi? Il y a trois raisons, hein. La première, c'est les problèmes du nucléaire. La deuxième, c'est qu'on a fermé des usines de production d'électricité en ouvrant moins en échange, et des unités qui en plus ne fonctionnent pas tout le temps. Et le troisième point, c'est un choix qui a été fait suite au lancement du nucléaire il y a près de 50 ans, d'équiper massivement les foyers français en radiateurs électriques. Or, ces radiateurs électriques, ils provoquent des pointes. Quand ça, ils provoquent des pointes en janvier, quand il fait très froid, entre 18h et 21h. On va parler juste en détail de ces trois raisons, Jean-Marc, mais la France n'est pas le seul pays concerné, encore une fois, par ces risques de coupure. Tous les pays d'Europe sont concernés. Si, pratiquement. Quand vous regardez, hein, en Europe, c'est de très loin le pays où il y a le plus grand, où le risque est le plus grand, hein. Il y a l'ENTSOE, qui est une association européenne des gestionnaires de réseaux électriques, qui a fait une note qui a été publiée le 1er décembre, qui le montre tout à fait clairement, qui évalue les pertes de charge, hein. Donc les pertes de charge des réseaux, c'est le moment où il n'y a plus assez d'électricité. Ils évaluent ça pour tous les pays. La France, c'est 20 heures pour cet hiver, c'est 15 heures pour l'Irlande, et pour tous les autres, pour 4 ou 5 autres pays, c'est quelques dizaines de minutes, et pour tous les autres pays, c'est zéro.
Donc il y a bien un problème français. Et l'ENSE nous dit, si les températures descendent beaucoup plus que ce qu'on a eu en moyenne ces dernières années, hein, si on a 2 ou 3 degrés de moins, à ce moment-là, la France, ça serait 70 heures de perte de charge. C'est beaucoup plus que partout ailleurs. Non, donc il y a bien un problème qui est spécifiquement français. Il y a un problème français, mais il y a aussi, comme, pardon, cette crise énergétique mondiale, Jean-Marc. Oui, mais encore une fois, si la crise énergétique, vous le dites, mondiale, en particulier européenne, elle concerne tous les pays Oui. européens, mais le Plus risque nous. de coupure de courant, lui, il est français, il n'est pas européen. Bon, après, il y a l'épidémie de Covid qui a quand même pas aidé non plus. Il y avait des visites Ouais, décennales de ouais. contrôle de nos centrales nucléaires qui ont été décalées, qui ont été reportées. Il y a une part aussi de malchance quand même, non? Alors oui, bien sûr, et on commence par la malchance, et c'est évidemment l'explication qui est mise en avant très très fort, et encore une fois, en termes de communication, c'est tout à fait normal. Mais derrière, il y a un autre point, hein, donc le Covid, il a retardé les visites de maintenance des centrales nucléaires, qui sont absolument indispensables pour des raisons de sécurité, et ces visites, on les fait maintenant à marche forcée, et puis il faut arrêter les centrales à ce moment-là, et puis quand on a arrêté les centrales, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Un problème qu'il n'y a pas dans toutes les centrales, hein, qu'il y a dans les centrales récentes plutôt que dans les centrales anciennes, et qui est un problème qui vient des centrales que les Français ont travaillé. Il y avait un moteur, enfin un réacteur initial dont les plans avaient été achetés à l'américain Westinghouse, et puis ces réacteurs, ils faisaient 900 mégawatts. On trouvait que c'était pas assez, et donc les Français ont redesigné, ils ont francisé le design, pour reprendre l'expression qui a été employée par un responsable français. On a redesigné le processus, et en redesignant, on a raté un truc. Et donc, on a des tuyaux avec des failles, des fissures, hein, qui sont trop importantes pour les normes de sécurité exigées. Et donc, ces tuyaux, il faut les changer. Et donc, ça, c'est pas la faute des Américains, c'est pas la faute des Russes, c'est la faute des Français qui ont mal fait leur boulot d'ingénieur. Donc, il y a une responsabilité sur le versant nucléaire, hein. Il y a évidemment la faute à patience du Covid qui a retardé les visites qu'il faut faire ensuite de manière accélérée. Mais il y a aussi le fait que les ingénieurs français ont fait un truc qu'ils n'auraient pas dû faire et qui cause maintenant de gros problèmes. Ce qui n'a rien à voir avec la vétusté de nos centrales nucléaires, Non, pour le non, non, coup. Hein. puisque c'est des centrales plus récentes. C'est Ah pas ouais, les centrales qui ont été construites dans les années, au début 70. des années 1980. Ouais. C'est plutôt celles qui ont été construites à la fin des années 80 ou au début des années 1990. Donc elles sont plus récentes, et elles posent plus de problèmes parce qu'elles n'ont pas été correctement conçues. Vous parlez aussi d'attrition du parc électrique dans votre chronique aux Échos, c'est-à-dire hein, Ça, c'est évidemment la deuxième raison, hein, du problème auquel se retrouve confrontée la France. Depuis 20 ans, hein, si on regarde, on a fermé une centrale à charbon par an, une centrale à fioul tous les 2 ans, alors pour d'excellentes raisons, bah oui. hein, le problème n'est pas là. On a même fermé une centrale nucléaire, celle de Fessenheim. Tout ça produisait de l'électricité, et de l'électricité à la demande. Et on l'a remplacé par quoi, ça? On l'a remplacé par des éoliennes, on l'a remplacé par des panneaux solaires, qui sont en moins grande capacité de production. Et surtout, le vrai problème, c'est que la capacité de production de ces énergies, elle n'est pas disponible tout le temps. Et en particulier, en hiver, entre 18h et 21h, au moment où il fait le plus froid, qu'est-ce qui se passe au moment où il fait le plus froid entre 18h et 21h? Il n'y a pas de soleil parce que c'est 18h, et en hiver, il n'y a pas de soleil à 18h. Et il n'y a pas de vent parce que quand il fait très froid, c'est qu'il y a l'anticyclone. L'anticyclone fait qu'il n'y a pas de vent. Et donc, on a remplacé des unités de production qui étaient pilotables par des unités de production qui ne le sont pas. Si vous regardez l'Allemagne, hein, l'Allemagne, elle a fermé son nucléaire, mais en échange, elle a fait du charbon. Alors, vous allez dire, c'est pas malin sur le plan écologique. Oui. OK, d'accord, ce n'est pas le sujet. Là, on parle des pannes de courant, du risque de coupure de courant. Le risque de coupure de courant, il est beaucoup moins grand avec une centrale à charbon qu'avec des éoliennes et des panneaux solaires le soir en hiver entre 18h et 21h. L'Allemagne a ouvert il y a 2 ans une énorme centrale à charbon, hein, qui s'appelle Datteln 4, qui brûle 5000 tonnes de charbon par jour. Et donc, évidemment, le risque de coupure de courant, devinez quoi? Il est moins fort en Allemagne qu'en France. Ouais. Après, il y a des questions d'écologie aussi que ça pose, Ah évidemment. oui, bien sûr, bien sûr. Mais il faut savoir faire des choix, et ensuite il faut les assumer. Ouais. Donc le risque de coupure de courant en France, il vient de choix qui ont été faits. Ces choix peuvent être tout à fait légitimes, mais il faut les assumer. Il ne faut pas dire c'est la faute à pas de chance, c'est la faute aux Russes. Non, c'est la faute de choix qui ont été faits sciemment par des gouvernements français, malgré
des sonnettes d'alarme qui ont été tirées sans arrêt depuis des années. Quand vous regardez, il y a des rapports qui ont été faits qui disaient attention, on n'a pas assez de capacité de production si jamais il fait froid en hiver. On a eu plusieurs rapports qui l'ont dit. Je vous conseille d'aller regarder, si vous êtes curieux, sur Internet, l'audition de l'ancien haut commissaire à l'énergie atomique, Yves Bréchet, qu'il a fait à l'Assemblée nationale fin novembre. Il décrit parfaitement ce qui s'est passé, toutes les sonnettes d'alarme qu'il a tirées lui. Il a choisi de ne pas être renommé au commissaire en 2018 parce qu'il avait l'impression, excusez-moi d'employer l'expression, il ne le dit pas comme ça, mais il avait l'impression de pisser dans un violon. Bon, ou contre le vent. Il y a eu des choix qui ont été faits par les divers gouvernements français. Est-ce qu'on paye une absence de stratégie énergétique ou des mauvais choix stratégiques? Là, c'est la troisième raison. Donc, on a les problèmes du nucléaire. On a le fait qu'on a fermé des unités de production sans en ouvrir de nouvelles utilisables, en particulier en hiver. Et puis, la troisième raison, c'est effectivement le choix du chauffage. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quand on a lancé le programme nucléaire dans les années 1970, les constructions ont été faites en fonction de prévisions qui se sont avérées erronées, de croissance de la production et de la consommation qui étaient beaucoup plus fortes que ce qu'ils ont été. Et donc, les gens chez EDF et au gouvernement, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité. Ils ont dit, on va faire un truc génial, on va dire aux Français de se chauffer à l'électricité. Et donc, on chauffe massivement les logements à l'électricité. Ça a très, très bien marché. Ça a été suivi des faits. Il y a 30% des logements en France qui sont chauffés à l'électricité avec des radiateurs électriques, des grille-pains. Je ne parle pas des pompes à chaleur, je parle uniquement des radiateurs grille-pains ou à huile qui sont un tout petit peu plus performants thermiquement. Et donc 30%, c'est entre 2 et 4 fois plus que ce qu'il y a partout ailleurs en Europe. Et quand est-ce qu'on a besoin de faire chauffer ces radiateurs? Le soir en hiver entre 18h et 21h. Et donc c'est ce troisième choix qui explique qu'on a une pointe, ce que les électriciens appellent une pointe de consommation d'électricité, qui est particulièrement forte en France, beaucoup plus élevée que partout ailleurs. Ils ont et ça vient des radiateurs électriques et donc d'un choix aussi qui a été fait par les gouvernants et les autorités qui s'occupent d'électricité en France. On finit là-dessus. Ils se chauffent comment ailleurs s'ils n'ont pas de radiateur électrique? C'est des pompes à chaleur? C'est des... Les pompes à chaleur, ça fonctionne aussi à l'électricité, mais ça consomme beaucoup moins et c'est plus régulier. On peut un petit peu plus lisser dans le temps. Et puis, il y a de la biomasse, il y a du bois, il y a toute une série d'autres techniques qui sont employées pour chauffer. Et puis, il y a aussi eu, dans les pays où il fait plus froid, il y a aussi eu énormément d'isolation des logements. Et la France, là aussi, est très en retard parce qu'à partir du moment où c'était l'électricité nucléaire qu'on avait en abondance, c'était beaucoup moins important d'isoler les logements qu'ailleurs. Et donc, on a fait, là aussi, un choix qui se révèle aujourd'hui périlleux. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Salut.